Vous êtes-vous jamais demandé si votre chien pouvait vous mener à des trésors cachés? Cette histoire incroyable prouve que c'est possible. Rejoignez-nous alors qu'un chien loyal, guidé par un sens étrange, guide son humain dans un voyage à travers d'anciennes ruines pour découvrir un secret perdu depuis longtemps. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres squelettiques sur le jardin envahi de geckos, le genre qui rendait les formes familières étranges et menaçantes. Mais ce n'étaient pas les ombres qui retenaient l'attention de Max. Max, un terrier croisé débraillé doté d'une intelligence qui dépassait de loin son pédigré, était fixé sur le coin le plus éloigné du jardin, là où les pierres de fondation croulantes d'une ancienne dépendance, démolie depuis longtemps, gisaient à moitié enfouies sous un enchevêtrement de lierre et de mauvaises herbes. Depuis une semaine, Max se comportait étrangement. Cela avait commencé subtilement, un grognement sourd dirigé vers les ruines lors de leur jeu de récupération du soir, un reniflement prolongé à la base d'une pierre particulièrement grosse et couverte de mousse. Mais son comportement s'était intensifié. Maintenant, il passait des heures à cet endroit, creusant avec une énergie frénétique qui démentait son attitude habituellement décontractée. Ses pattes, couvertes de terre humide, volaient, envoyant des mottes de terre et de petites pierres ricochées sur l'herbe. Il s'arrêtait, haletant, puis laissait échapper une série d'aboiements secs et insistants, non pas dirigés vers quelque chose de visible, mais vers le sol lui-même. Tout son être était concentré, une fixation inébranlable sur cette parcelle particulière de ruines oubliées. Il gémissait, un son aigu plein d'urgence, puis reprenait son creusage, son petit corps tremblant d'une agitation invisible. Geck, historien par passion sinon par profession, travaillant actuellement comme écrivain indépendant pour joindre les deux bouts, observait depuis le porche, une tasse de café tiède oubliée à la main. Au début, il avait pensé que Max chassait une taupe ou peut-être une racine particulièrement tenace. Mais l'intensité, la pure persistance, ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu chez son compagnon. Max ne creusait pas seulement, il excavait, poussé par un but que Geck ne pouvait pas comprendre. Les aboiements n'étaient pas enjoués, ils étaient exigeants, presque suppliants. Alors que Geck regardait Max gratter et gémir, son regard fixé sur les pierres froides et indifférentes, un frisson lui parcourut l'échine malgré l'air doux de l'automne. Ce n'était pas de la peur, pas exactement. C'était une soudaine et indéniable vague de curiosité, une démangeaison primaire de comprendre ce qui avait si profondément captivé son chien loyal. Une énergie inconnue semblait émaner de cet endroit, ou peut-être était-ce la conviction de Max qui était si contagieuse. L'ancienne dépendance était là quand Geck avait acheté la maison des années auparavant, une structure délabrée qu'il avait finalement payé pour faire démolir, ne laissant que les fondations tenaces. Il n'y avait jamais beaucoup réfléchi au-delà du fait que c'était une horreur. Mais maintenant, en regardant Max, cela semblait différent. C'était comme si le chien, avec ses sens plus aiguisés, plus primaires, percevait quelque chose que Geck ne pouvait pas, un murmure du passé, un écho de vies oubliées, ou peut-être, comme une pensée folle et improbable traversait l'esprit de Geck, quelque chose de plus tangible. Max ne réagissait pas seulement à une odeur, cela semblait plus profond, comme s'il était accordé à une énergie ancienne, une fréquence résonnante émanant de sous la terre, suggérant quelque chose de perdu, quelque chose de précieux, caché dans les ruines. Le lendemain matin, armé d'une pelle robuste, d'une lampe de poche et d'un sentiment d'aventure naissante, Geck s'approcha des ruines. Max, voyant la pelle, jappa d'excitation, sa queue battant un rythme rapide contre le sol. « Très bien, mon garçon, dit Geck en ébouriffant les oreilles de Max, voyons ce qui t'a mis dans cet état. » Les « ruines » étaient plutôt un amas de pierres de fondation tachées de lichen et un creux dans la terre où une cave aurait pu se trouver autrefois. Geck commença à déblayer le lierre épais et les mauvaises herbes tenaces qui avaient reconquis la zone. Max, toujours l'assistant zélé, grattait la terre ameublie, donnant parfois un coup de museau humide sur la main de Geck comme pour le diriger. L'air était frais et humide, portant l'odeur de la terre retournée et des feuilles en décomposition. La lumière du soleil filtrait faiblement à travers les branches envahissantes d'un chêne ancien qui ombrageait le site, mouchetant la scène de motifs changeants de lumière et d'ombre. C'était un témoignage d'une époque oubliée, un petit morceau perdu de l'histoire locale que Geck avait, jusqu'à présent, totalement ignoré. Alors que Geck creusait, suivant la concentration insistante de Max, sa pelle heurta quelque chose de dur qui n'était pas de la pierre. Enlevant la terre, il découvrit une série de planches de bois pourries. Avec un grognement d'effort, il les arracha, révélant une ouverture sombre et étroite. C'était une cave à légumes, ou peut-être quelque chose de plus. Max gémit, scrutant l'obscurité, puis aboya une fois, sèchement, avant de lever les yeux vers Geck, ses yeux brillants d'anticipation.
Toi d'abord, courageux ?» Jake gloussa, mais il y avait un tremblement d'excitation dans sa voix. Dirigeant sa lampe de poche dans le vide, Jake vit des marches en pierre grossièrement taillées descendant. L'air qui montait était étonnamment frais et exempt de l'odeur de moisi à laquelle il s'attendait. Ça sentait vieux, mais propre, comme de la terre intacte. Alors qu'il s'aventurait plus profondément, le passage étroit s'ouvrit sur une petite chambre circulaire, pas plus grande qu'un placard. Elle était clairement artificielle, les pierres expertement ajustées. Un autre passage, encore plus étroit, précédemment dissimulé par des débris tombés, menait sur un côté. Chaque découverte, chaque espace caché, amplifiait le sentiment qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose d'important. Max restait prêt, une ombre poilue sur les talons de Jake. Quand Jake hésita à l'entrée du passage plus étroit, une vague de claustrophobie l'envahissant, Max lui donna un coup de museau, puis s'élança de quelques pas dans l'obscurité, regardant en arrière comme pour dire « C'est bon, viens ». Jake, puisant courage dans l'intrépidité de son compagnon, prit une profonde inspiration et suivit. Leur confiance mutuelle était palpable. Max, guidé par son intuition inexplicable, et Jake, s'appuyant sur les sens de son chien et son excitation grandissante, naviguaient dans les défis exigus et invisibles de leur expédition impromptue. De temps en temps, Jake se baissait et grattait Max derrière les oreilles, une reconnaissance silencieuse de leur partenariat. Alors qu'ils s'enfonçaient davantage, le passage étroit s'ouvrit sur une chambre plus grande, étonnamment intacte. Le faisceau de la lampe de poche de Jake dansa sur les murs, et son souffle se coupa dans sa gorge. La chambre n'était pas vide. Soigneusement disposés sur des étagères en pierre taillées dans les murs se trouvaient divers objets, recouverts d'une fine couche de poussière mais autrement remarquablement conservés. Il y avait des tessons de poterie avec des motifs géométriques inhabituels, une petite boîte en métal terni, et ce qui ressemblait à des outils primitifs en pierre et en os. Des sculptures complexes ornaient les murs eux-mêmes, des lignes sinueuses, serpentines, des représentations stylisées d'animaux que Jake ne reconnaissait pas, et des symboles répétitifs qui semblaient former une écriture brute et oubliée. Il était clair que ce n'était pas une simple cave à légumes. C'était quelque chose de bien plus ancien, un vestige d'une civilisation perdue depuis longtemps, ou du moins d'une communauté oubliée aux coutumes uniques. Jake, son esprit d'historien maintenant pleinement engagé, examina attentivement les sculptures. Ses doigts tracèrent les bords froids et saillants des symboles. Il reconnut des éléments similaires à certaines langues pictographiques anciennes et obscures qu'il avait étudiées, mais celles-ci étaient uniques, différentes. Max, pendant ce temps, reniflait intensément une section particulière du mur, grattant occasionnellement une pierre spécifique qui ne semblait pas différente des autres. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon » murmura Jake, dirigeant sa lampe de poche vers l'endroit indiqué par Max. Un symbole, une spirale avec un point au centre, apparaissait à plusieurs reprises, souvent près de représentations de ce qui ressemblait à des corps célestes. Jake sortit son téléphone, prenant des photos, son esprit s'emballant. Il essaya de se souvenir des textes qu'il avait lus sur les colonies précoloniales, les légendes indigènes locales, tout ce qui pourrait offrir un indice. Max gémit à nouveau, poussant une pierre lâche à la base du mur. Curieux, Jake s'agenouilla et souleva doucement la pierre que Max avait indiquée. Elle se détacha facilement, révélant une petite cavité creusée derrière elle. À l'intérieur, nichée sur un lit de mousse séchée, se trouvait une pierre plate et sombre, de la taille d'une assiette. Sa surface était gravée d'une série complexe de lignes, de symboles, et de ce qui ressemblait indubitablement à une carte. Le symbole central de la spirale était proéminent, marquant un emplacement spécifique. Des lignes rayonnantes semblaient indiquer des chemins ou des tunnels, et d'autres symboles plus petits parsemaient la surface, peut-être des points de repère ou des avertissements. Ce n'était pas seulement une collection d'artefacts, c'était un guide. Une lueur d'espoir s'alluma dans la poitrine de Jake. Cette carte, s'il parvenait à la déchiffrer, pourrait le mener au cœur de ce mystère, au trésor, que Max avait senti depuis le début. La carte représentait les ruines mêmes où il se trouvait, mais montrait aussi un réseau de passages s'étendant plus loin, plus profondément, sous le jardin et peut-être même au-delà. « Eh bien, Max, » dit Jake, la voix rauque d'excitation, « on dirait que notre aventure n'est pas encore terminée. » Suivant la carte rudimentaire, Jake et Max se lancèrent dans la prochaine étape de leur palpitante poursuite. La carte suggérait un passage caché derrière une section de mur dans la chambre où ils se trouvaient. Jake passa ses mains le long de la pierre, cherchant une jointure, un bloc lâche, n'importe quoi. Max, pendant ce temps, reniflait intensément à la base du mur, puis commença à creuser une section de sol en terre battue qui jouxtait la pierre.
Effectivement, sous une fine couche de terre, Jake trouva une lourde dalle de pierre avec une poignée encastrée. Avec un grand effort, il la tira de côté, révélant une autre ouverture sombre. Ce passage était plus brut, d'aspect plus naturel, comme si un système de grotte existant avait été minimalement modifié. L'air devint plus froid, le silence plus profond, rompu seulement par leurs pas et le léger halètement occasionnel de Max. Les ruines étaient un labyrinthe difficile. Les chemins étaient étroits, obligeant parfois Jake à ramper. Des murs croulants menaçaient de céder, et des éboulis rendaient le terrain dangereux. Il devait naviguer autour de crevasses profondes et se faufiler à travers des ouvertures étroites. Cela exigeait courage, résilience, et par-dessus tout, un travail d'équipe. Jake comptait sur les sens plus aiguisés de Max pour l'avertir des terrains instables ou des rochers bas, tandis que Max faisait confiance à Jake pour éclairer le chemin et prendre des décisions. À un moment donné, une section du sol du tunnel, affaiblie par des siècles d'infiltration, céda sous le poids de Jake. Il poussa un cri alors que sa jambe plongeait dans un vide sombre, sa lampe de poche dégringolant dans l'obscurité. La panique le saisit un instant, mais Max fut instantanément là, aboyant, lui léchant le visage, puis tirant sur sa manche, le ramenant du précipice. Secoué, Jake sortit une lampe de poche de rechange de son sac. Il réalisa alors que ce n'était pas seulement une exploration excitante, il y avait de réels dangers. Plus tard, ils dérangèrent une colonie de chauves-souris, leur vol soudain et coriace les surprenant tous les deux. Une autre fois, un passage étroit sembla se terminer par une chute abrupte, mais Max, reniflant aux alentours, trouva un minuscule tunnel latéral presque invisible qui contournait l'obstacle. Ces rencontres symbolisaient les risques inhérents à la plongée dans l'inconnu, à la mise au jour de secrets qui étaient restés en sommeil pendant des siècles. À travers tout cela, leur lien ne fit que se renforcer. Quand Jake ressentait une pointe de peur ou de doute, un coup de museau rassurant de Max ou un battement de queue confiant suffisait à raffermir sa résolution. Quand Max hésitait devant une section particulièrement sombre ou étroite, la voix calme et les encouragements doux de Jake le poussaient en avant. Ils formaient une équipe, s'appuyant sur les forces de l'autre. L'intellect et les compétences en résolution de problèmes de Jake complétaient l'intuition et l'agilité de Max. Ils étaient deux âmes, une humaine, une canine, animées par un but commun, leur loyauté l'un envers l'autre étant la constante inébranlable face à l'adversité. La carte indiquait qu'ils étaient proches. Les passages ici étaient plus délibérément construits, la maçonnerie plus fine. L'air semblait différent, chargé d'une anticipation presque électrique. Selon la carte, la destination finale se trouvait juste derrière une grande porte en pierre sculptée. Ils la trouvèrent au bout d'un long couloir rectiligne, une imposante dalle de pierre, finement sculptée du même symbole en spirale qui avait été leur motif directeur. Il n'y avait pas de poignée ou de mécanisme évident. Jake poussa, tira, et examina chaque centimètre. Max, pendant ce temps, reniflait autour de la base de la porte, grattant une section légèrement surélevée du sol. Jake s'agenouilla à côté de lui. C'était une plaque de pression. En marchant dessus, il entendit un léger clic provenant de l'intérieur du mur, puis, avec un faible grognement de pierre grinçant contre pierre, la porte massive glissa lentement vers l'intérieur, révélant une chambre au-delà. Jake et Max, suivant les indications de la carte jusqu'à ce point final, avaient atteint le cœur des ruines. Il dirigea sa lampe de poche dans la chambre. Elle était plus grande que toutes celles qu'ils avaient rencontrées jusqu'à présent, et l'air à l'intérieur scintillait, comme s'il retenait son souffle. Au centre de la pièce, sur une estrade en pierre surélevée, se trouvait le trésor. Ce n'était pas un coffre débordant d'or et de bijoux, comme l'imagination romanesque aurait pu le dicter. C'était quelque chose de bien plus profond. Éclairé par le faisceau de la lampe de poche de Jake, un ensemble d'objets était soigneusement disposé. Il y avait plusieurs masques de cérémonie magnifiquement conservés, fabriqués en bois, en coquillage, et en ce qui ressemblait à du cuivre martelé, leurs expressions sereines et énigmatiques. À côté d'eux se trouvaient des outils finement ouvragés en obsidienne et en silex, polis par des mains anciennes. Il y avait des parchemins faits d'une sorte de peau d'animal traité, couverts de la même écriture pictographique qu'ils avaient vue sur les murs, semblant détailler des histoires, des rituels, ou des observations astronomiques. Et au centre même, reposant sur un coussin de tissu tissé délavé, se trouvait une collection de cartes stellaires gravées sur de minces feuilles d'ardoise, représentant des constellations à la fois familières et subtilement, anciennement différentes. Ce n'était pas seulement de la richesse, c'était de la connaissance. C'était un instantané parfaitement conservé d'une culture perdue, d'un peuple qui avait vécu et prospéré sur cette terre même, peut-être il y a des millénaires,
leur existence complètement inconnue du monde moderne. L'importance historique était stupéfiante. Cette découverte pourrait réécrire l'histoire locale, voire régionale. C'était une fenêtre sur un passé oublié, offrant des aperçus dont les érudits ne pouvaient que rêver. Jake tomba à genoux, submergé. Max vint s'asseoir à côté de lui, posant sa tête sur la cuisse de Jake, sa queue battant doucement. C'était l'intuition inébranlable de Max, son étrange fixation, qui les avait menés ici. C'était leur confiance mutuelle, leur persévérance à travers l'incertitude et les périls mineurs, qui les avait conduits à cette incroyable découverte. En regardant les artefacts sereins et anciens, Jake ressentit un profond sentiment de connexion avec les gens qui les avaient créés. Ils avaient caché ici leurs trésors culturels les plus précieux, peut-être en temps de crise, espérant qu'ils seraient un jour retrouvés, que leur histoire ne serait pas entièrement perdue pour les âges. Alors que les premiers rayons de l'aube commençaient à filtrer à travers une petite ouverture en hauteur dans la chambre, un puits de ventilation habilement déguisé, Jake sut que ce n'était que le début. Il contacterait l'université, la société historique. Cet endroit, ces artefacts, méritaient d'être étudiés, d'être compris, de partager leurs histoires silencieuses avec le monde. Il regarda Max, dont la queue remuait maintenant plus énergiquement, ses yeux marron brillants dans la pénombre. « Tu savais, n'est-ce pas, mon garçon » murmura Jake en le grattant derrière les oreilles. « Tu savais depuis le début. » Max se contenta de lui lécher la main en réponse. Le voyage avait été plus qu'une simple exploration de ruines oubliées, il avait été un témoignage du lien durable et inexplicable entre un homme et son chien, une démonstration d'une foi inébranlable en l'intuition, et un puissant rappel des récompenses extraordinaires qui peuvent découler de l'audace d'explorer l'inconnu, guidé par la loyauté, la curiosité, et les murmures silencieux du passé. Le trésor n'était pas seulement les artefacts, mais le voyage lui-même, et la connexion renforcée forgée au cœur de la Terre.